Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Rafi. Bonjour Christine. Alors bienvenue à ce podcast des idées à déplier. Donc ce qu'on va faire ensemble avant que je te donne l'opportunité de pouvoir également te présenter, c'est que je vais expliquer un peu ce qu'on va faire ensemble. Donc des idées à déplier, l'idée c'est de permettre à des personnes comme toi de pouvoir mentionner des notions qui leur sont importantes, qui peuvent être des notions conceptuelles ou très pragmatiquement expérimentées, et en quoi est-ce qu'elles contribuent à notre paradigme émergent, c'est-à-dire en quoi elles sont constitutives, constructives, elles permettent de poser un cadre conceptuel et pratique à notre monde en mutation. Voilà en gros l'intention. Donc je te propose, si tu veux bien, de te présenter, de donner quelques mots de toi et puis on rentrera dans l'échange dans la foulée. Parfait. Donc moi, je m'appelle Rafi Médian, je suis enseignant-chercheur à Grenoble École de Management, dans un département qui s'appelle Hommes, Organisation et Société, qui regroupe les cours de management, de ressources humaines, de géopolitique, d'économie, etc. Et j'appartiens également à une chaire qui est la chaire UNESCO pour une culture de paix économique que j'ai contribué à créer il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, puisque la chaire existe depuis 2012. Voilà. Et en tant que chercheur, je m'intéresse aux problématiques de bricolage dans les organisations, c'est-à-dire à la façon dont les gens font ce qu'on leur demande de faire sans avoir nécessairement les moyens de le faire. Et en lien avec la paix économique, plus précisément, la façon dont nous cohabitons ou interagissons avec notre monde matériel. D'accord, bah, écoute, merci beaucoup pour cette introduction. Donc dans nos échanges préliminaires, ce qui m'avait marqué, c'est en quoi cette notion de bricolage, qui peut être mal comprise par le grand public, hein, donc tu vas voir si tu nous diras si c'est du bricolage au sens de Lévi-Strauss ou autre, en tout cas de poser peut-être un peu un mot de compréhension. Parce que je pense que pour beaucoup, ça doit être résumé à Leroy Merlin, mais ça me paraît utile d'expliquer, qu'est-ce que tu entends par là? Bien sûr. Des exemples et en quoi ça contribue à nous sortir de la situation, dans laquelle nous sommes. Je t'en prie. Alors, effectivement, ce qui est très surprenant avec ce terme de bricolage, c'est que j'ai commencé, moi, à m'y intéresser en tant qu'enseignant-chercheur en sciences de gestion parce que c'était une notion qui, venait d'être introduite dans le monde de la recherche en sciences de gestion en tant que concept. Et ce qui était très surprenant pour un chercheur français comme moi. Pourquoi? Parce que le terme de bricolage dans le dictionnaire, dans le Robert ou dans le Larousse, c'est un terme qui est très ambivalent. C'est un terme qui est essentiellement rattaché à une pratique individuelle, souvent privée et qui relève essentiellement d'une forme d'amateurisme, qui consiste à fabriquer des trucs qui ne vont pas tenir très, très, très longtemps, qui sont, destinés à être relativement éphémères, donc qui sont très, très éloignés du monde de la performance et du monde de la qualité qui est celui des organisations productives. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce concept est apparu en sciences de gestion, pour faire simple, dans les années 90 et avec pour origine, systématique ou quasi systématique, un éminent intellectuel français que tout le monde connaît, qui s'appelle effectivement Claude Lévi-Strauss, qui a commencé par de l'ethnographie, puis est devenu ethnologue et finalement anthropologue et qui, dans un magnifique ouvrage qui s'appelle «La pensée sauvage», utilise en fait le bricolage, non pas comme concept, mais plutôt comme, détour, on va dire, métaphorique, pour expliquer la pensée sauvage. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que dit Lévi-Strauss, mais grosso modo, Lévi-Strauss, compare, mais sans que la comparaison soit formellement, bien définie, compare l'ingénieur au bricoleur. Pour faire simple, l'ingénieur étant celui qui, part d'une idée, formellement définie et qui, cherche des moyens à la mesure de son projet
pour réaliser cette idée qu'il a en tête, alors que le bricoleur, c'est quelqu'un qui, en général, essaye de composer entre une idée approximativement formulée et les moyens à disposition. Voilà, des moyens qui sont pour les bistros d'ailleurs, qui ne sont jamais des ressources pour les bistros, qui sont toujours définis comme des débris, des résidus qu'on récupère et auxquels on donne une dignité supplémentaire, une valeur supplémentaire. Et donc, tous les chercheurs qui ont introduit le bricolage en sciences de gestion étaient tous d'origine étrangère, c'est-à-dire qu'il y avait là-dedans des Américains, des Italiens, des Britanniques, des Australiens. Pourquoi? Bah, parce que dans notre imaginaire très francophone, le bricoleur en entreprise, c'est Gaston Lagaffe. C'est celui qui bricole, soit pour organiser un espace de repos et de sieste, soit pour jouer. Des exemples classiques, c'est, je prends une poubelle, je l'accroche au mur et j'en fais un panier de basket. Ça, c'est la partie jeu. Et l'autre exemple, c'est Gaston Lagaffe qui utilise les fameux, sèche-mains, pour s'y installer et en faire une sorte de hamac. Voilà. Donc pour nous, c'est Gaston Lagaffe et pour eux, pas du tout. Pour eux, c'est MacGyver. Bah oui. Voilà, et MacGyver, c'est quelqu'un qui passe sa vie à sauver des gens et dont l'ingéniosité est une forme de modèle intellectuel, particulier. Voilà et en fait, ce qui est hyper intéressant et puis je vais pas être trop long par rapport à ça, je vais te laisser me poser des questions. C'est que bricolage, puisque les Américains disent bricolage, bricolage parfois ils savent pas comment le prononcer. Ils ont beaucoup plus de mal avec le verbe parce qu'ils savent pas s'il faut dire bricolaging, bricolating, doing bricolage. Eh bien, c'est l'un des rares termes français qui a pu trouver sa place dans le champ lexical managérial, puisque ce champ lexical-là, depuis maintenant très longtemps, depuis au moins Taylor, est pétri d'anglicismes. Et donc, ça fait la fierté des chercheurs français que nous sommes que de voir des chercheurs étrangers se débattre avec ce terme-là. Alors merci pour ce point, pour avoir, clarifié. Donc, ce que tu as pu montrer, c'est comment, on peut avoir quelque chose qui devient un concept après avoir été, une notion pragmatique utilisée et aussi ce dont tu parles, ça renvoie à 2 imaginaires qui n'ont rien à voir. Gaston Lagaffe, et pas grand monde qui a envie d'y aller. Ouais, MacGyver, ça pousse beaucoup plus à l'action. Donc c'est intéressant de pouvoir montrer que, dans notre époque, on peut faire des choses, donc «bricoler» entre guillemets, ouais. les amener du côté de la théorie et de la conceptualisation pour en faire quelque chose et revenir avec des hypothèses, les tester et autres et en plus, que selon les mots employés, ça peut renvoyer à un imaginaire qui va être, tel ou tel en tout cas. Donc Alors ma question oui, oui, oui. ouais, Pardon. vas-y, Je vas-y, voulais vas-y simplement rebondis. rebondir sur ce que tu disais parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette notion qui à la base n'est pas un concept chez les bistrots, c'est simplement une métaphore, hein, a percolé absolument dans toutes les sciences sociales, ou dans beaucoup de sciences sociales, en sciences cognitives, en sciences politiques, en sciences de l'éducation, et cetera. Mais en sciences de gestion, elle a percolé et très vite devenu un concept, pour une raison qui n'est pas évidente à expliquer d'ailleurs. Et surtout, en sciences de gestion, ce concept-là a trouvé sa place dans tout un ensemble de sous-champs. On va le trouver en innovation, en système d'information, en entrepreneuriat, en théorie des organisations. Et donc effectivement, il a cette vertu de pouvoir, passer partout, quoi. Voilà, c'est assez intéressant de constater ça aussi. Merci. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de ce que c'est, du bricolage en entreprise et en sciences de gestion, s'il te plaît? Oh bah, il y a plein d'exemples, mais alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que, c'est l'immense variété des exemples. Alors je peux prendre un exemple tout bête, que tout le monde a déjà vécu, c'est par exemple des gens qui, installent des ramettes de papier sous leur écran pour le surélever. Voilà, parfois les entreprises n'ont pas les moyens d'acheter, des écrans plats avec un pied qui permet d'en modifier la hauteur et donc pour éviter les problèmes de troubles musculo-squelettiques, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de rehausser l'écran, à la bonne hauteur et pour ça, on utilise ce qu'on a sous la main. Alors ça peut être des bouquins ou ça peut être des ramettes de papier et quand on se promène dans les entreprises, on trouve ce genre de choses assez fréquemment. Voilà un exemple tout bête de bricolage où on voit un agencement un peu original puisque les ramettes de papier ne sont pas supposées servir à rehausser les écrans. Donc ça, c'est un exemple qui est très banal, au point d'ailleurs qu'on ne le voit même plus. Il est devenu, il fait partie du quotidien. Et ça pose d'ailleurs des problèmes parce que le fait de ne plus le voir
fait il ne devient plus le symptôme de quelque chose, alors qu'il est le symptôme de quelque chose dans les organisations. Je pourrais y revenir plus tard. Un autre exemple, hem, qui me vient d'un de mes anciens étudiants qui m'a raconté comment ça s'est passé, c'est dans une entreprise où un opérateur de production commençait à avoir des maux de dos à cause d'une machine qui était assez mal conçue, une machine industrielle relativement grosse et conséquente. Eh bien, il a démonté les pièces d'une autre machine qui était en fond d'atelier, qui ne servait à rien, pour améliorer sa machine de travail et pour lui permettre à la fois de se faire moins mal au dos et en même temps d'être plus productif. Voilà. Et ce qui est intéressant, dans cet exemple-là, c'est qu'il y avait à ce moment-là une tension entre le directeur de la production qui était content de voir que finalement, l'ouvrier était plus productif et en même temps, plus, moins sollicité physiquement, et dans le même temps, le directeur de la qualité qui disait: mais si un auditeur qualité passe par là, on ne peut pas laisser les choses comme ça, on peut pas laisser cette abomination, ostensiblement, visible dans l'atelier». Et l'ouvrier disait: «Mais c'est pas un problème, si l'auditeur qualité vient, il suffit de démonter les éléments que j'ai piqués à la machine du fond pour les réinstaller et puis dès qu'il repart, je les remets». Voilà. Alors ça, c'est des exemples, qui viennent voilà, du monde industriel ou du monde des services, mais il y a des exemples qui sont beaucoup plus rigolos. Heu, un exemple que j'ai en tête, dont je parle à mes étudiants, c'est le projet Condor, qui est un projet de supercalculateur développé au sein du département de la défense, américain, et qui est composé de 1760 PlayStation 3. Voilà, ça c'est un exemple de bricolage qui est intéressant, parce que dans une approche rationnelle d'ingénieur, ce que devrait faire le département de la défense, c'est rédiger un cahier des charges disant: «J'ai besoin d'un supercalculateur permettant de traiter de tant de quantité de données à telle vitesse», envoyer ce cahier des charges à des entreprises capables de développer un supercalculateur à la mesure de ses besoins, et puis ensuite de récupérer un cahier des charges techniques et de répondre par la positive ou par la négative. Là, sans rentrer dans le détail du projet, en fait, ce sont les ingénieurs qui ont commencé à bricoler entre eux des PS3, pour montrer qu'il était possible non seulement de les assembler, mais en plus de faire tourner sur ces PS3 des logiciels d'analyse d'images, et qui ont, avec ce prototype-là, convaincu leur chef, qui leur a dit: «Ben, écoutez, est-ce que vous pouvez maintenant faire pareil avec 30 PS3? OK, maintenant est-ce que vous pouvez faire pareil avec 1760 PS3?» Et le résultat, c'est un supercalculateur qui était aussi puissant que ce qu'on pouvait trouver sur le marché, et surtout qui a coûté 10 fois moins cher au département de la défense, qui normalement n'a pas de problème d'argent, entre nous soit dit. Et enfin, dernier point qui est intéressant avec cet exemple, c'est qu'on pourrait imaginer que le département de la défense, ne voulant pas montrer, les conditions économiques dans lesquelles on les mettait, ne publicise pas le projet, et en fait, il l'a fait. Il l'a fait pour montrer toute l'ingéniosité de ses ingénieurs. Voilà. Et très récemment, il y a quelques années, c'est la Navy qui a montré comment, plutôt que de développer un joystick de contrôle périscopique d'un sous-marin, coûtant, je ne sais plus, 30 ou 40 000 $, ils ont décidé d'utiliser une manette d'Xbox pour faire le même boulot. Voilà. Donc on passe de 30 000 $ à 35 $. Le coût de la manette périscopique, c'est quand même une sacrée économie, et là aussi, article de presse et cetera pour, publiciser cet événement. Alors je pourrais t'en donner comme ça des dizaines d'exemples, hein, de bricolage. Ça arrive tout le temps autour de nous. Il suffit qu'on ouvre les yeux pour en voir. Alors merci pour cette clarification. Ce que j'entends dans ce que tu as dit, c'est que là, on a plusieurs, occasions qui sont des détournements, en fait, d'objets ou de fonctions d'objets. Donc Absolument. on est dans l'innovation là, et on n'est pas, et on est aussi dans une des fonctions de la créativité, hein, de détourner, l'usage. Ouais. Et tu as aussi, parlé de symptômes pour l'organisation. Donc et en disant que, enfin, si je le reformule, que le fait de banaliser le bricolage de telle ou telle chose, c'est catastrophique parce qu'en fait, ça va cautionner le symptôme. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur, symptômes, bricolage et entreprise? Et puis peut-être, est-ce que toi, tu as, l'occasion d'avoir pu travailler avec une organisation pour lui montrer en quoi tel bricolage était donc un symptôme, et leur permettre de clarifier, cette visibilité pour ensuite, bah, qu'ils puissent agir autrement qu'en maintenant la ramette? Alors symptôme, c'est pas nécessairement négatif justement, c'est intéressant de voir ça. Ce que moi j'appelle symptôme, c'est à un moment donné l'émergence d'un phénomène qui, révèle plus que ses apparences. Si je prends l'exemple des ramettes, en fait, c'est un exemple très intéressant parce que moi spontanément,
j'ai eu une posture critique par rapport à ça en disant: «Bah, voilà, si, une entreprise force ses utilisateurs ou ses salariés à mettre des ramettes sous les écrans, c'est parce que, le service informatique ne fait pas son job, qu'il ne rédige pas un cahier des charges adéquat avec les utilisateurs pour montrer qu'effectivement les utilisateurs ont besoin d'écrans, qui puissent se surélever». Donc spontanément, et ça c'est assez habituel en théorie des organisations où on a des approches qui peuvent être un peu critiques. Je me suis dit: «Ça montre un défaut de communication entre un service informatique, par exemple, et les utilisateurs». Et puis, en fait, je me suis aperçu que de quelque chose de très intéressant, c'est que, quelqu'un avait refusé qu'on lui installe un écran avec pied, mobile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait au début un écran, avec, un pied fixe. Il s'en est plaint parce qu'il avait des problèmes de dos et là, le service informatique lui a dit: «Bah, bien sûr, aucun problème, on te change ton écran». Mais lui a dit: «Non, non, mais c'est bon, c'est pas la peine d'acheter un nouvel écran, je vais faire avec celui que j'ai». Autrement dit, heu, finalement, on peut dire que d'un côté, la ramette est peut-être le symptôme d'un manque de communication entre les utilisateurs et les services informatiques, mais elle est aussi peut-être d'une certaine façon un mode de rapport au monde qui est un mode frugal de rapport au monde. Finalement, c'est pas la peine d'acheter un nouvel écran, je fais avec celui que j'ai et une ramette va très bien. Voilà et c'est souvent comme ça, en fait, que le bricolage, je trouve, permet de lire les organisations. Il le lit souvent sous plusieurs angles et à la fois sous l'angle des potentielles tensions organisationnelles entre services, par exemple, ou de potentielles économies parfois, exagérément faite au détriment de la qualité de vie au travail, au détriment de la qualité du travail. Mais dans le même temps, ça peut aussi montrer des capacités de frugalité ou d'ingéniosité chez les utilisateurs ou chez les bricoleurs, qui ont d'énormes vertus, en fait. Quant à, aider les entreprises ou en parler, en fait, j'interviens parfois en entreprise autour de ces questions-là, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour 2 raisons. Parce que soit j'interviens devant des entreprises pour lesquelles le bricolage est une évidence, au sens d'un très distinctif organisationnel, hein. Je ne vais pas citer l'entreprise, mais il y a une entreprise de la région, qui est très connue dans la région et qui, quand je lui ai parlé de bricolage, a dit: «Mais nous, on les valorise les bricolages» et elle m'a parlé d'un opérateur qui avait bricolé sa machine de production en y mettant une cale pour améliorer la stabilité de la machine et donc réduire les défauts de qualité de production et en fait, les ingénieurs qualité passant par là ont vu cette cale et plutôt que de dire à l'ouvrier: «Enlève-la parce que c'est heu, hors norme, c'est interdit. On dit: «Mais pourquoi tu as fait ça? Tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donné généraliser cette idée dans toutes nos usines pour les mêmes machines?» Idem pour, un grand fabricant automobile qui utilise, massivement le bricolage dans ses prototypages. Parce que le prototypage, c'est un lieu dans lequel on bricole beaucoup, parce qu'on expérimente des choses, parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de moyens d'ailleurs pour prototyper et donc ce grand constructeur automobile le fait en ayant bien sûr l'intelligence de conserver le bricolage dans cet espace d'expérimentation, et bien sûr d'éviter de bricoler ensuite quand on est dans un espace de production industrielle avec un niveau de qualité attendu qui est stable. Donc pour ces entreprises-là, quand on leur parle bricolage, c'est une évidence pour elles et elles donnent l'impression de ne pas avoir grand-chose à apprendre sur le sujet, alors que d'après moi, elles en ont quand même. En revanche, à l'opposé, il y a des entreprises qui pourchassent le bricolage dans une forme d'idéalisation du travail de l'ingénieur lévi-straussien, où on dit: «Mais non, chez nous, tout est normé, on ne bricole jamais» et je me rappelle un jour d'un chef d'entreprise, sorti d'une grande école d'ingénieurs qui, a très mal réagi à mon intervention, tout en m'avouant à la fin de l'intervention que personne n'avait le droit de bricoler chez lui sauf lui-même. Voilà. Donc, voilà, c'est en fait le rapport au bricolage est très ambigu, en fait. Là, on est en train d'écrire un article avec des amis sur, les réactions au bricolage et en fait, comme l'objet bricolé est un peu monstrueux, parce il est hétéroclite, on ne s'attend pas à voir dans un même, agencement des choses aussi étranges les unes les autres, eh bien, il a souvent tendance à provoquer chez les gens des émotions mélangées. Il y a des gens, par exemple, qui, face à un bricolage, vont admirer l'ingéniosité du bricolage et d'autres, à l'opposé, vont commencer à mépriser l'amateurisme des gens qui ont osé, voilà,
mettre ensemble 2 objets qui ne sont pas supposés, s'agencer, l'un l'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi un objet intéressant. C'est aussi par son ambivalence et l'ambiguïté qu'il génère que ça donne du grain à moudre intellectuellement. Oui et là, ça lie bien avec l'évolution de société dans laquelle on est, puisque pour rappeler pour ceux pour qui ça serait pas clair, on a 3 grandes phases. On a une phase d'un modèle de société de modernité qui s'étiole tout en restant quand même majoritaire. On a un modèle qu'on va qualifier de postmoderne qui est, je défais tout, je me cherche, je suis dans l'humus, des bases d'une reconstruction, mais plutôt en mode quand même, déconstructif, on va dire. Ce dans quoi se glisse, la phrase de Gramsci là dans les périodes intermédiaires, les monstres apparaissent, toute ressemblance avec, monstrer étant, à reprendre. Puis il y a la Absolument, troisième phase dans laquelle nous sommes là, qui est aussi l'émergence du après. Une émergence pour laquelle on n'a pas encore beaucoup de visibilité puisqu'on est dans ce co-bricolage, dans ce grand laboratoire d'expérience, tous ensemble, conscients ou pas conscients, hein, pour absolument. essayer un après, sans en avoir forcément conscience puisqu'effectivement, en faisant la ramette, sous l'ordinateur, on va pas penser que quelqu'un en ferait quelque chose et qu'on ne sait jamais, ça pourrait servir à plus. Et tout notre propos, c'est d'essayer de rendre, visibles toutes ces clés-là pour qu'on puisse en faire un agencement conscient et donc, ce que je voulais dire, c'était, 2 axes. Donc l'axe monstrueux, on va y revenir juste après. Mais quand tu dis, le bricolage génère des émotions, variées qui sont d'un côté, celles qui vont valoriser le côté innovation et là, on va se retrouver avec ce que tu disais sur la communication des Américains qui ont compris que ça avait de l'intérêt de valoriser. Ils ont sans doute aussi compris que ça permettait d'éviter le dénigrement intérieur et extérieur. Bon, c'est assez doué sur la qualité d'image de leur entreprise, mais je trouve intéressant que ceux qui vont dénigrer sont ceux qui vont rattacher ça à la norme. Donc comme s'il y avait: «Je valorise quand c'est hors du cadre, parce que, ça permet d'aller plus loin et je dévalorise si ça rentre pas dans la norme et dans le cadre», avec le risque, peut-être, de pas forcément pouvoir bouger. Donc j'aimerais bien, si tu veux bien réagir, que tu puisses réagir à ça et ensuite on revient sur monstrueux, sauf si tu m'amènes encore ailleurs. Voilà. Et en fait, on en revient à une discussion, assez à la fois banale et encore très sous-exploitée, qui est la question de la pensée binaire. C'est-à-dire que cette question du cadre ou du hors cadre, heu, ou qu'on va retrouver politiquement, par exemple, dans les débats absurdes entre désordre et ordre, par exemple, ou voire même pire entre ordre et chaos, pour celles et ceux qui manipulent le plus ces termes à des fins de manipulation politique, c'est-à-dire pour nous faire peur. C'est qu'en fait, tout le monde connaît la fameuse expression qui consiste à dire, alors en anglais c'est thinking out of the box, penser en dehors de la boîte, bon, qui est l'expression la plus courante pour désigner les processus créatifs. Ce qu'on ne voit pas nécessairement, c'est que cette expression-là, elle n'oppose pas la norme et le hors norme. Bien au contraire. Qu'est-ce qu'elle dit cette expression-là? Elle dit: «La meilleure façon de pouvoir bricoler, c'est de connaître les normes et les règles». Autrement dit, qu'est-ce qui différencie l'ingénieur du bricoleur? C'est assez simple si on reprend cette formulation-là. Hem, L'ingénieur, c'est celui qui, se soumet aux normes. Dans une forme de soumission, absolue, comme si à un moment donné, dans un idéalisme platonicien, on disait que l'idée domine sur tout le reste. Et dès qu'il se soumet aux normes, il va, rentrer dans le rang, au point d'ailleurs où à certains moments il ira dans le mur parce que le rang ou les normes lui disent d'aller dans le mur. Et quand il sort des normes, il s'émancipe absolument des normes. Autrement dit, il en sort au point qu'il les rejette même. Ça, c'est une vision effectivement, je trouve, très caricaturale, où on est dedans ou on est dehors, hein. Ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi, et qui a les effets qu'on connaît aujourd'hui, à tout point de vue. Si on voit les choses différemment, et c'est comme ça que je trouve que le bricoleur a tendance à penser, le bricoleur, les normes, il les connaît, les règles, il les connaît, comme n'importe quel artiste d'ailleurs, s'applique ses propres règles. Simplement, les règles ne sont pas des contraintes, elles sont des moyens pour travailler. Et quand elles sont des moyens, à ce moment-là, on ne les idéalise plus, on ne les idolâtre plus. On s'en sert comme des, morceaux
d'éléments avec lesquels derrière composer. Là, je disais récemment l'interview d'un chef d'entreprise assez réputé qui a monté une très grande entreprise de distribution de produits informatiques, qui disait qu'il a cherché toute sa vie à, regarder, à assouplir les règles ou à jouer avec les règles, à jouer avec les règles. Et jouer avec les règles, c'est une expression, que les gens qui sont, des dogmatiques de la règle détestent, mais pour lesquels la plupart des gens qui composent avec les règles adorent, en fait. On ne peut pas faire de musique, on ne peut pas exercer un quelconque art si on n'accepte pas à un moment donné ses propres c'est les règles de cet art-là et après on joue avec. Autrement dit, la pensée binaire va dire: «Tu es dedans ou tu es dehors, tu suis les règles ou tu les violes». La pensée bricoleuse va horizontaliser la position des règles en disant: «Les règles, ce sont des moyens avec lesquels je travaille et donc pour pouvoir travailler avec ces règles, j'ai besoin de les connaître». OK. Alors, je savais bien que tu allais proposer un autre fil encore. Donc quand tu parles alors merci déjà parce que je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, en effet, pour, penser et co-créer demain, c'est clairement de ne pas être dans l'opposition et la caricature, tout en, voilà, en encourageant quand même la liberté. Ce que tu viens de mentionner sur penser le bricolage avec le fait de connaître les règles, ça sous-entend d'être expert quand même. C'est-à-dire vraiment d'avoir une compétence à partir de laquelle on peut jouer. Donc, je pense que ça, c'est important aussi parce que je crois que c'est les 2 niveaux de bricolage qu'on peut trouver aujourd'hui dans la société, qui sont le bricolage à partir de: «Je connais suffisamment les règles ou le modèle ou ce dont je parle et donc je peux faire des variations», un peu comme la musique, hein. Je connais assez bien la partition, donc je peux faire quelque chose avec. Mais ça veut dire qu'on est déjà musicien. Par exemple, voilà, moi je suis tout à fait inculte, je regarde une partition, je trouve ça très joli, il y a des lignes avec des trucs dessus, mais je suis incapable d'élaborer à partir puisque je n'ai pas les clés de lecture. Donc ça, je pense que c'est important aussi à restaurer dans l'imaginaire, des personnes et dans la pensée. Bricoler peut se faire de façon hasardeuse, je pense que tu dois le connaître aussi évidemment. Je ne sais pas ce que je fais, je prends n'importe quoi et mais j'ai sans doute déjà la capacité d'assembler et puis peut-être la capacité technique de faire quelque chose, de tenir un tournevis ou autre chose, donc il y a bien une expertise quelque part. Mais je pense que l'erreur de ceux qui co-construisent aujourd'hui un nouveau paradigme, c'est de supposer qu'on peut être bricoleur sur, un savoir généraliste un peu troué, c'est-à-dire où il y aurait quand même pas beaucoup de compétences. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une question très complexe ça, parce que je pense qu'on peut être bricoleur en étant, détenteur d'un savoir généraliste troué, heu, en essayant de combler les trous. Alors je vais essayer d'être un peu plus précis que ça. Hem, pour moi, l'expertise du bricoleur, elle n'est pas nécessairement là où on l'imagine. L'expertise pour nous, heu, elle, pour nous, je vais prendre l'exemple d'un pays qu'on considère comme très rationaliste comme la France. Elle est d'abord et avant tout le résultat de l'accumulation d'un savoir théorique, qui, est supposé être maîtrisé. Grosso modo, quand à un moment donné, un enseignant pose une question à un élève, il est supposé répondre de la bonne façon, c'est-à-dire d'une façon qui correspond à ce qui a été enseigné dans les séances précédentes. Je veux dire comme ça pour faire simple. Dans le cas du bricoleur, en fait, ce qui se passe, c'est que la représentation que je m'en fais, c'est que c'est quelqu'un qui se construit une certaine familiarité avec, avec les moyens du bord et cette familiarité-là, elle ne relève pas d'une parfaite connaissance de ces mêmes moyens du bord. Elle relève d'une connaissance dont le bricoleur pense qu'elle lui est suffisante à un moment donné pour fabriquer des agencements et les expérimenter. Autrement dit, c'est pas la peine de connaître parfaitement le solfège pour commencer à faire de la musique ou de connaître parfaitement la mécanique d'une trompette ou d'un violon pour commencer à en faire. Mais par contre, avec déjà quelques notes, je peux commencer à faire quelque chose. Et qu'est-ce que je fais avec ces quelques notes? Je vais commencer à jouer quelque chose et je vais essayer de voir comment ça sonne à mon oreille. Voire même, et j'y reviendrai plus tard, je vais faire écouter ça à un copain en lui demandant ce qu'il en pense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il y a une certaine forme de superficialité, mais cette superficialité, elle est toujours mise à l'épreuve d'une expérimentation et d'un test. Et donc c'est comme ça que la superficialité devient une expertise. Le bricoleur, pour moi, c'est quelqu'un
qui est expert dans l'expérimentation, quelqu'un qui essaye tout le temps. Et un élément par rapport à ça que j'ai abordé juste avant, mais ça vaut le coup que je revienne dessus, c'est quelqu'un qui ne cesse de demander de l'aide, en fait. Pourquoi? Parce que comme il n'est pas un expert affiché d'un domaine qu'il est supposé maîtriser, et qu'il expérimente tout le temps, il a besoin de savoir ce que valent ses expérimentations. Et donc il demande de l'aide à 2 niveaux, le bricoleur. Il demande de l'aide au moyen du bord, en disant: «Bah, voi toi, pneu, vieux pneu qui traîne dans un coin de mon établi, aide-moi» ou «Toi, vieille porte en bois, que j'ai gardée pour je ne sais quoi, aide-moi». Et il demande de l'aide une fois qu'il a fabriqué son agencement pour le mettre à l'épreuve. Est-ce que ce truc-là tient? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça paraît solide? Et c'est intéressant parce que, ça, c'est une notion qui, je crois, vient du monde de la santé. En anglais, on appelle ça help seeking, qui semble être une évidence, hein. On dit: «Bah, bien sûr que des gens demandent de l'aide». Pas du tout. En fait, on s'aperçoit que demander de l'aide, c'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on est dans des cultures dans lesquelles on essaie de valoriser l'indépendance, considérant que l'autonomie, c'est l'indépendance. Pour le bricoleur, l'autonomie, c'est de l'interdépendance. Le bricoleur, il a besoin des moyens du bord. Le bricoleur, il a besoin d'avoir autour de lui des personnes auxquelles soumettre ses idées, auxquelles montrer son bricolage en disant: «Vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous ça marche ou pas?» et cetera. Et donc, si tu veux, pour moi, l'expertise, elle se construit de cette façon-là chez le bricoleur. Elle ne se construit pas par une accumulation de savoir, elle se construit par une accumulation d'expériences mises à l'épreuve. OK. Alors, là, je partage beaucoup, surtout que tu as remarqué que je bricole pas mal. Oui, Mais, la nuance que je mettrais, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi qu'en plus, chez nous en France, c'est, d'abord on a un doctorat et après on a le droit de réfléchir. Donc il faut avoir toute la revue d'auteur d'un sujet pour commencer à avoir le droit de faire une hypothèse. Alors qu'effectivement, on peut avoir des idées assez rapidement. oui, Simplement, je trouve que la un minimum de culture de base permettrait d'éviter quand même des grosses bêtises. oui, Si je reprends le même exemple avec, des gens qui vont partir tout de suite à partir d'une notion et rentrer en ignorant totalement, tout le champ de ce qui a pu être, pensé, établi et cetera et qui bien peut, sûr, pour moi, faire perdre du temps. Donc bien pour sûr, moi, il y a un équilibre à trouver et quand tu absolument. parlais de l'accumulation des expériences, je dirais qu'il y a comme une expertise à savoir à qui aller demander. Je m'explique. Oui, Le bagage de base, c'était ça que je voulais dire. Donc OK, on n'est pas forcément tous, profs de fac sur le sujet Tartempion. OK, mmh, je suis d'accord mmh, avec toi, sinon on ne fera pas grand-chose. oui, Néanmoins, s'il y a pas de culture du tout, pas de connaissance du tout, on sait même pas à qui demander. absolument. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir dans le travail de recherche, en tout scientifique, c'est assez souvent aller chercher les sources et savoir trouver les sources. Oui, Alors, sans non plus tomber dans l'excès, idem, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir des idées brillantes que si elles viennent de là, là, là et là. Mais en même temps, ça va quand même nous permettre d'avoir une capacité à faire le tri des informations, surtout aujourd'hui au pays des fake news et des fake infos, pour mmh, arriver à savoir, vers quoi et vers qui je vais aller faire mon benchmark et faire mes sollicitations de d'accumulation et d'expérience. Parce que sinon, le risque, c'est que j'aille faire une pataugeoire qui est vraiment complètement dysfonctionnante. Tu vois ce que je veux dire? absolument, absolument. Mais alors, c'est très intéressant que tu ramènes, cette question-là parce que je pense que Lévi-Strauss, pour des raisons pédagogiques, moi je dirais ça comme ça, même si j'ai malheureusement jamais eu l'occasion de le rencontrer, a fait cette distinction entre ingénieur et bricoleur, qui est une distinction idéale typique. Autrement dit, l'ingénieur lévi-straussien n'existe pas. Je me rappelle d'une conférence, peu importe où j'étais, où je parlais de l'ingénieur et du bricoleur et j'avais devant moi des chercheurs australiens qui me disaient: «Mais, chez nous, les ingénieurs ne se comportent pas comme vous le dites». Mais bien sûr, l'ingénieur lévi-straussien, c'est une figure abstraite, idéalisée, idéal typisée, qui relève d'une forme d'hyper-rationalisme, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que le plus intéressant, c'est de voir comment l'ingénieur et le bricoleur peuvent danser ensemble. C'est ça qui est intéressant. Autrement dit, qu'est-ce qu'apporte l'ingénieur? L'ingénieur apporte à un moment donné la capacité à aller chercher des ressources solides, crédibles, légitimes Mmh. dans l'agencement.
Qu'est-ce qu'apporte le bricoleur? Le bricoleur, il apporte cette capacité à un moment donné à la différence de l'ingénieur qui a besoin de tout lire de Nietzsche, de Kant pour commencer à parler de Kant, à dire: «Bah, avec les quelques morceaux que j'ai lus, je vais déjà essayer de voir ce que ça peut donner». Et je pense que les 2 ont vraiment des choses à faire. Et pour ça, je vais prendre 2 exemples très, très différents. Gilles Deleuze dans l'Abécédaire dit quelque chose de très intéressant que je que je reprends pour mes étudiants. Il dit: «Mais en philosophie, il y a rien à comprendre, il y a rien à expliquer, il y a simplement à faire des choses». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit: «Il faut toujours une lecture non philosophique de la philosophie». Autrement dit, quand on lit un philosophe, et ça c'est moi qui interprète bien sûr Deleuze, hein, quand on lit un philosophe, l'essentiel n'est pas de le comprendre, parce que de toute façon on n'est jamais dans la tête de quelqu'un pour être certain de ce qu'il veut dire. L'essentiel c'est de voir ce qu'on peut faire de ses idées, en ayant une exigence d'authenticité ou de précision. Il ne faut pas faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas écrit. Ça c'est quelque chose d'absolument intolérable. Et alors bien sûr Deleuze se corrige, il dit: «Beaucoup de philosophes peuvent offrir une lecture non philosophique de la philosophie». Par exemple Nietzsche, par exemple Spinoza. En revanche, il explique aussi qu'avoir une lecture non philosophique de Kant, c'est pas facile. Voilà. Je pense que c'est pareil, par exemple, pour la physique. On peut approcher la mécanique avec des expériences du quotidien, en faisant des bulles de savon, en chauffant de l'eau, en faisant rouler une bille sur un plan incliné. C'est plus compliqué d'avoir une approche, sensible de la physique quantique. Mmh. Donc, il faut à un moment donné aussi être en capacité de pouvoir sentir des limites, de pouvoir les mesurer, de pouvoir s'appuyer sur, ce qu'offrent ces différentes mises à l'épreuve pour savoir à quel moment, où aller chercher. Et c'est toujours ce mélange intéressant des 2, le mélange le couplage entre l'ingénieur et le bricoleur et lévi-straussien. Et le 2e exemple que je voulais te prendre, qui est un exemple que je trouve rigolo, c'est ce que les Américains appellent, récemment des Franken-SAM. SAM, ce sont des missiles et ils ont développé des missiles Frankenstein, d'où la dimension monstrueuse. C'est quoi un Frankensam? C'est l'idée de monter des missiles, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais des missiles russes sur des lanceurs américains. L'idée vient des Ukrainiens qui manquent de moyens, qui disent: «Nous, on a des missiles, on n'a pas de lanceurs. Est-ce que vous pourriez à un moment donné voir si on peut monter ces trucs-là sur vos machins?» Et qu'est-ce qu'ont fait les ingénieurs américains? Ils se sont appropriés la demande et l'idée des Ukrainiens. Et ils ont bricolé ce lanceur. Alors bien sûr, un lanceur, on le bricole, mais il faut le tester quand même. Donc ils ont mis, je crois, plusieurs mois, 6 mois, avant de vérifier que ça marchait bien. OK. Et les Ukrainiens ont fait plein de choses de ce type-là. Ils ont réussi à monter des appareils américains dans pardon, dans des avions de chasse russes. Alors que les Américains disaient: «Mais c'est pas possible, l'un ne peut pas aller avec l'autre». Donc il y a vraiment dans ce cas-là le couplage entre le bricoleur qui a l'idée de détourner des objets pour faire des agencements hétéroclites et l'ingénieur qui, ensuite, va tenter de faire tenir les choses de telle façon qu'elles n'explosent pas, ce qui est très embêtant quand on lance un missile. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de tirer vertu des 2 figures, en fait, qui ont vraiment des choses à faire ensemble. Et c'est là que ça m'amène, alors pas encore, sur le monstre, on va se le garder pour la fin, on fait un teasing. Ça m'amène aussi à, quelle est la composition du groupe qui va tester? Et c'est là que je dis qu'il y a un peu d'expertise, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qui est-ce que je mets? Pas juste mes copains, parce que ça a pas forcément beaucoup de sens puisque le risque, c'est qu'on soit dans un entre-soi. Je pense que ce qui peut être pertinent, bah, après ça dépend des tests, hein, les missiles machin, on va essayer d'éviter de prendre tout le monde, Ouais, mais dans la mesure du possible, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Deleuze, d'avoir, des experts d'un côté, des bricoleurs de l'autre et des néophytes, hein. Je connais rien à ton sujet, je connais rien à de rien, mais je vais tester et je vais vous dire ce que j'en fais puisque la personne va être, dans sa subjectivité qui peut être tout à fait intéressante et puis dans la logique, qu'est-ce que j'en fais physiquement? Voilà, donc elle va appréhender ce qu'on va lui donner et elle va en faire un truc, avec le absolument. risque évidemment qu'elle l'amène ailleurs que, là où l'avaient pensé les concepteurs, les experts, les tout ce que tu veux. Donc ça, je trouve que c'est chouette si le panel, le groupe qui teste est pluriel. Parce que, par exemple, tu vois, tu mets une notion, tu penses qu'elle est super simple pour tout le monde, puis l'autre te dit: «Vous parlez de quoi là? Je comprends juste rien». Bon, OK. Voilà, donc cette pluralité de testeurs me semble importante pour qu'il y ait vraiment dialogue et ça, c'est l'autre partie.
c'est que, ce que j'ai entendu que tu disais avec, je suis vraiment d'accord avec ça, pour éviter les oppositions binaires qui s'affrontent et qui mènent pas très loin, c'est comment on facilite le dialogue. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les testeurs, ceux qui ont les 2 notes de musique et qui sont déjà partis à faire une symphonie parce que c'est leur élan créatif, ne soient pas bridés, que les experts ne s'enferment pas dans le dogme et que le grand public qui passait par là, ne pense pas que lui, il a tout compris, non plus, mais qu'il y ait vraiment du dialogue et que chacun puisse dire: «Ah, bah, tiens, ça m'évoque ça, je pense ça. Ah oui, mais en référence à» et qu'il y ait un dialogue fructueux. Qu'en penses-tu? Ah mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que l'image qu'on a du bricoleur, c'est une image de quelqu'un de solitaire qui, comme le dit aussi bien Lévi-Strauss d'ailleurs que Gilles Deleuze dans une très belle citation, souvent s'intègre lui-même dans son bricolage. Autrement dit, quand un bricolage est constitué, le bricoleur en est l'un des éléments. Et dans ce cadre-là, on a un peu le sentiment, que, le bricolage n'est mis à l'épreuve par le bricoleur que dans un contexte qui est un contexte personnel. C'est comme quand on bricole chez soi. Ce qui devient intéressant dans le monde des organisations, c'est de voir le couplage effectivement avec les pratiques de bricolage et un monde de normes, un monde de répétition, un monde de reproduction. C'est ça qui est intéressant. Si je reprends l'exemple du projet Condor, alors j'ai essayé de contacter le chef de projet, qui ne m'a jamais répondu, mais j'ai récupéré quand même pas mal d'informations sur le projet dans la presse. Hem, on imagine bien un petit groupe d'ingénieurs bricoler, une sorte de mini calculateur avec leur propre PS3. On l'imagine bien parce que, on peut très bien se représenter cette scène de 4-5 copains qui viennent avec chacun leur PS3 et qui commencent à, les connecter physiquement et par logiciel. Entre parenthèses, ce qui est très intéressant, c'est pourquoi la PS3? Parce que c'est la seule console de jeu qui a temporairement permis l'installation d'un système d'exploitation ouvert qui est Linux et donc on Mmh. pouvait à ce moment-là le programmer comme on souhaitait. On comprend tout de suite aussi que le passage de 5 PS3 à 1760 ne peut plus fonctionner par bricolage. Pourquoi? Bah, parce que autant les conditions dans lesquelles on teste 5 PS3 sont des conditions du quotidien, autant les 1760 PS3, bon d'abord il faut les acheter, ça représente un certain montant, et ensuite quand on les installe, il faut penser l'organisation de ces PS3 d'une façon extrêmement rigoureuse. Il faut les installer dans les pièces pour lesquelles il faut mesurer à un moment donné l'échauffement thermique pour que ces pièces-là soient adéquatement refroidies, avec un système de refroidissement qui soit dimensionné pour le supercalculateur. Et donc, on a bien, à un moment donné, dans le changement d'échelle, un passage d'une expérimentation de bricoleur à une production d'ingénieurs. Ça marche à partir du moment où les ingénieurs sont conscients des bénéfices de l'expérimentation bricolée et ça marche aussi symétriquement quand les bricoleurs sont capables de lâcher leur bricolage pour pouvoir accepter de rentrer dans un mode de pensée qui est un mode anticipatif, un mode calculatoire, un mode prévisionnel où on doit à ce moment-là aller chercher des ressources qui sont dimensionnées à la mesure du projet, alors qu'on n'avait pas besoin de le faire avec 5 PS3. Et c'est ce Mmh. montage-là que je trouve intéressant, moi, effectivement, et ça rejoint aussi, toute la littérature sur les intelligences multiples et sur le fait que, même nous, on n'est pas monolithique dans nos façons de penser. Simplement, c'est vrai que nous vivons dans des sociétés qui ont tendance à favoriser certains modes de pensée au détriment d'autres. Moi, j'ai des enfants en bas âge, je vois comment mes enfants bricolent avec, les coussins, les chaises, les tables, les canapés du salon. Voilà, ils fabriquent comme ça des parcours complètement bricolés. Et on sait qu'avec, l'évolution de l'éducation, avec aussi bien le comportement des parents que l'école, cette capacité créative qu'on désigne souvent par l'expression de pensée divergente se perd. C'est-à-dire cette capacité imaginative qu'on a à, offrir aux objets qui nous entourent de multiples possibilités, de multiples vies et donc à démultiplier les valeurs de ces objets-là, eh bien, on la perd parce que petit à petit, nos parents nous disent, «Cette chose-là, tu dois l'utiliser comme ci ou comme ça», soit parce que tu vas te blesser si tu fais n'importe quoi, soit parce que tu vas la casser. Ensuite, l'école, pareil, dans un système social, va quelque part encadrer les usages ou les rapports avec le monde matériel et le monde humain, hein. On n'est pas supposé aller, demander à la maîtresse de faire ceci ou cela parce que son rôle de maîtresse, c'est ceci ou cela. Voilà. Sur cet élément-là de bricolage,
c'est vrai que la question du détournement, elle se cache dans des endroits intéressants. Moi, je me rappelle un jour d'un témoignage de quelqu'un qui était en conférence avec moi lors d'une table ronde, qui était DRH d'une très grande entreprise, internationale basée à La Défense et qui, en fait, a été sollicité par, son ami qui était directeur technique pour faire une visite commerciale. Bon, un DRH n'est pas supposé dans sa fiche de poste accompagner un directeur technique pour une visite commerciale, c'est pas son job. Et il l'a fait pourtant. Donc là, on est vraiment face aussi à un détournement et à un bricolage. Le bricolage, c'est que ce DRH, dans l'agencement constitué par le client, le directeur technique et le rendez-vous commercial, ce DRH-là n'avait pas normalement sa place. Et pourtant, il y est allé. Et donc voilà, les bricolages, en fait, la question du bricolage est fondamentalement intéressante parce qu'elle touche des agencements extrêmement variés, extrêmement variés. Il y a des tout petits agencements, la ramette sous l'écran, et il y a d'énormes agencements. Un autre exemple que je prends à mes étudiants, c'est un très grand samouraï japonais qui s'appelle Oda Nobugawa, donc quelque chose comme ça, je dois peut-être me tromper sur son nom de famille, qui a bricolé une armée. Autrement dit, comment il a fait? Il n'avait pas assez de samouraïs pour son armée, donc il est allé chercher des paysans qui normalement n'auraient pas dû avoir l'entraînement suffisant pour, et surtout, chose intéressante, il est allé chercher des mousquets portugais qui, pour les samouraïs de l'époque, étaient des armes viles, sales, qui ne devaient pas être utilisées sur les terrains de combat. Et en fait, il a équipé des paysans qui n'auraient pas dû avoir ce genre d'armes avec des armes qui n'auraient pas dû être intégrées dans des batailles, les batailles de l'époque. On est au XVIe siècle au Japon, fin XVIe, début XVIIe. Et donc, on peut aussi se bricoler des armées. Mmh. Autrement dit, le bricolage, c'est quelque chose qui concerne des agencements à des échelles extrêmement variées. Merci. Alors j'ai bien une idée pour rebondir, mais je vais pas le faire, sauf s'il nous reste des minutes à la fin. Pour, reprendre cette piste que tu nous as offerte tout à l'heure, quand tu parlais de fait que le bricolage peut paraître monstrueux. Déjà, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de monstre si on le ramène à notre époque, actuelle? Alors, c'est un article qui est en cours avec des copains, en fait, hein, des copains chercheurs de GEM et d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire que le bricolage est monstrueux? Alors, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, quand on va voir la définition de ce qu'est un monstre, ce qu'on constate, c'est que c'est une définition qui est très, très proche de ce qu'est un bricolage. Un monstre, c'est un agencement d'éléments hétéroclites, c'est-à-dire d'éléments qui ne sont pas supposés aller ensemble et qui forment un effet de bizarrerie. Mmh. L'exemple typique du monstre, c'est la chimère, qui est clairement composée de morceaux d'animaux dont on voit les origines. On voit bien une tête de lion et un corps de serpent ou voilà, et cetera. Heu, la deuxième chose qui est intéressante par rapport à la question du bricolage et du monstre, c'est que dès lors qu'on comprend que, la définition du monstre est quasi identique à celle de ce qu'est un bricolage, eh bien, on peut dire que les propriétés du monstre et surtout les effets du monstre sur son environnement, eh bien, sont les mêmes que les effets du bricolage sur son environnement. Et c'est donc ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un bricolage génère toujours des émotions mélangées. Pourquoi? Parce qu'il est toujours, heu, étrange. Il a toujours une étrangeté, il a toujours une forme de alors c'est un des mécanismes fondamentaux de l'humour, c'est l'incongruité. Il y a toujours une forme d'incongruité dans un bricolage. Il y a des choses qui ne sont pas supposées aller ensemble. Et à partir de ce moment-là, eh bien, alors je m'avance un peu par rapport à ce qu'on est en train d'écrire avec des collègues. Qu'est-ce qui se passe quand on est devant quelque chose de monstrueux, devant quelque chose qui ne correspond pas aux attentes, quelque chose qui crée cet effet de bizarrerie? Eh bien, dans la littérature, c'est intéressant parce qu'il y a un certain nombre de réactions face au monstre. Il y a une première réaction qui consiste à se débarrasser du monstre. Frankenstein. Frankenstein, c'est un monstre composé de plusieurs éléments. Alors, il y a des morceaux de corps de personnes décédées, des morceaux de cadavres, et puis il y a des électrodes, et puis il y a des fils qui cousent les différentes parties les unes les autres. Voilà. Qu'est-ce que génère comme effet le monstre Frankenstein? Un effet de répulsion immédiat, c'est-à-dire, une forme de danger, qui se manifeste par la puissance de ce monstre-là, et donc on veut le tuer. Il y a une deuxième façon
de réagir face au monstre, c'est de l'exiler. C'est pas de le tuer, c'est de se débrouiller pour ne plus le voir. Heu, ou c'est pareil de l'exhiber. Ça, c'est le monstre de par exemple, d'Elephant Man. Et quand on l'exhibe, on pense le contrôler, on pense le domestiquer. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on exhibe un monstre? Et c'est les fameux freak shows aux États-Unis dans les années 20-30. On va garder du monstre ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie commerciale, comment est-ce qu'on peut exploiter sa bizarrerie à des fins commerciales. Et donc et par contre, on va exclure, c'est ce qu'on fait quand on domestique un animal, on va exclure certaines de ses qualités, comme par exemple les qualités d'humanité. Ça devient une sorte de bête de foire, dont on va tirer simplement des bénéfices économiques. Et une autre façon de d'entrer en relation avec le monstre, c'est d'exploiter ses capacités. Par exemple, dans certains ouvrages de SF ou dans certains comic books, les mutants, qui sont des monstres, on va essayer de voir comment leurs mutations peuvent servir à créer des mutations contrôlées. Voilà, il y a une série, qui s'appelle, The Boys, je crois, qui fonctionne un peu sur ce principe-là, où on essaye de fabriquer des super-héros, à partir d'un produit, alors est-ce que le produit est lui-même tiré des super-héros? Ça, je m'en rappelle plus complètement. Et donc dans tous ces exemples que je viens de te donner, on est dans des modes d'exploitation, destruction. Donc dans des modes, en fait, de contrôle absolu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle mesure le monstre, plutôt que de vouloir le contrôler, heu, comment on peut l'apprivoiser? Et cette distinction, elle est intéressante et elle est très difficile à manipuler d'un point de vue conceptuel. Pourquoi? Parce qu'en français, on a 3 termes différents: domestiquer, dompter, apprivoiser. La domestication et le domptage, ce sont des termes qui manifestent une forme de mépris pour la richesse d'une espèce ou la richesse d'un élément de cette espèce et l'envie qu'on a de soumettre cette espèce ou l'élément de cette espèce à ses desiderata, c'est-à-dire à une forme d'exploitation, de certaines de ses qualités et cetera. L'apprivoisement, c'est pas du tout ça. Si on revient sur, Le Petit Prince et le renard, apprivoiser une bête sauvage, d'abord, c'est pas apprivoiser une espèce, c'est apprivoiser un élément de cette espèce, donc une entité de cette espèce. Et quand on apprivoise ce renard ou ce loup, on ne détruit absolument aucune de ses qualités. Ce qu'on cherche à faire, c'est rentrer dans une approche de familiarisation progressive qui nous permet, dans une certaine mesure, de faire avec cet animal-là, c'est-à-dire de cohabiter avec lui, tout en sachant qu'il conserve tout un ensemble de traits qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne cherchera jamais à maîtriser. Voilà. Un renard apprivoisé peut toujours mordre à n'importe quel moment. Pareil pour un loup. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, dès lors qu'on voit les bricolages autour de nous comme monstrueux, plutôt que de vouloir les exploiter en disant: «On va en faire ceci, on va en faire cela» et on va les faire rentrer dans un monde d'ingénieurs qui est un monde d'exploitation, eh bien, essayons plutôt d'en voir la singularité, d'en voir la richesse et donc de les apprivoiser, y compris en acceptant qu'on ne pourra pas complètement les contrôler parce que c'est pas le but de les contrôler. Voilà, donc ça, c'est le début d'une réflexion entre chercheurs qui nous paraît, potentiellement, intéressante. Et il y en a d'autres, hein. Moi, je travaille aussi, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, autour du rapport aux objets et ce qui est intéressant avec la pratique du bricoleur, c'est que c'est quelqu'un qui, dans sa pratique, augmente la dignité du monde qui l'entoure. Nous, les objets qui nous entourent, on a 2 façons de les appauvrir. On les appauvrit parce qu'on ne voit dans les objets que ce pourquoi ils ont été faits. Par exemple, une cuillère, ça sert à touiller ou à boire un liquide et c'est ça, en psychologie, ça s'appelle le biais de fixité fonctionnelle. Donc première façon d'appauvrir un objet, c'est de l'enfermer dans un usage délimité et deuxième façon d'appauvrir un objet, c'est de considérer que son usage, sa consommation est une consommation, c'est-à-dire une dégradation. Et donc on imagine bien qu'un objet quand on l'achète, eh bien sa valeur est limitée par l'usage dans lequel on l'enferme et en plus cette valeur ne peut que baisser parce qu'au fur et à mesure du temps, l'objet s'use. Si sa valeur baisse, sa dignité baisse, et
Et si cette dignité baisse, le respect qu'on a pour l'objet diminue également. Bon. D'où le fait que, on gaspille 1 milliard de repas par jour, le fait qu'on jette des objets qui sont encore utilisables et cetera et cetera. Si maintenant on dit: «Mais non, un objet a une multiplicité d'usages, en grande partie indéterminés et cet objet-là ne perd absolument pas de valeur au fur et à mesure du temps, parce qu'au fur et à mesure du temps, en construisant de la familiarité avec cet objet, je vais découvrir de nouveaux usages possibles». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le temps, la valeur de l'objet va augmenter, parce que de nouveaux usages vont s'ajouter aux usages initiaux. Si la valeur de l'objet augmente, sa dignité augmente. Et si sa dignité augmente, son respect, le respect qu'on a vis-à-vis de l'objet augmente. Voilà, donc ça permet de reconsidérer tout un ensemble de choses dans le rapport au monde matériel. Et là aussi, il y a pas mal d'idées à développer, que j'espère avoir le temps de développer avec des collègues dans les prochaines années. Bah, écoute, merci beaucoup. Ce que je note aussi, c'est combien, ça fait passer de l'opposition à l'altérité. Ça fait passer du clivage, normes, innovation à la gourmandise des usages, de ce qu'on peut en faire, et des personnes qui en font quelque chose. Et Exactement. et j'aime bien comment tu finis avec les notions de valeur, de dignité, de respect, d'altérité. Je vois pas pourquoi tu as travaillé sur la paix économique. Donc ça sera l'occasion de pouvoir en reparler à une prochaine, voilà, un prochain entretien. En tout cas, J'espère je bien. te remercie beaucoup Merci à toi. et puis, je te propose qu'on termine là notre entretien et au plaisir de nous revoir. C'est parfait. Merci Christine.